m'impatientez avec votre demoiselle. Ne sauriez-vous pas m'appeler monsieur? Vous m'impatientez avec votre demoiselle. Ne sauriez-vous pas m'appeler monsieur? Vous m'impatientez avec votre demoiselle. Ne sauriez-vous pas m'appeler monsieur? Vous m'impatientez avec votre demoiselle. Ne sauriez-vous pas m'appeler monsieur? Vous m'impatientez avec votre demoiselle. Ne sauriez-vous pas m'appeler monsieur? Vous m'impatientez avec votre demoiselle. Ne sauriez-vous pas m'appeler monsieur? Vous m'impatientez avec votre demoiselle. Ne sauriez-vous pas m'appeler monsieur? Je pense que voilà le seigneur Trivelin. C'est lui-même. Et comment te portes-tu, mon cher ami? À merveille, mon cher Fontaine. À merveille. J'ai rien perdu des vrais biens que tu me connaissais. Santé admirable et grand appétit. Et toi, que fais-tu à présent? Je t'ai vu dans un petit négoce qui t'allait bientôt rendre citoyen de Paris. As-tu quitté? Je suis culbuté, mon enfant. Mais toi-même, comment la fortune t'a-t-elle traité depuis que je ne t'ai vu? Comme tu sais qu'elle traite tous les gens de mérite. Cela veut dire très mal. Oui. J'ai pourtant une obligation. C'est qu'elle m'a mis dans l'habitude de me passer d'elle. Ne sont plus ses disgrâces, on vit point ses faveurs, ça me suffit. Un homme raisonnable n'en doit point demander davantage. Je ne suis pas heureux, mais je ne me soucie pas de l'être. Voilà ma façon de penser. Diantre, je t'ai toujours connu pour un garçon d'esprit et d'une intrigue admirable, mais je n'aurais jamais soupçonné que tu deviendrais philosophe. Malpeste, que tu es avancé, tu méprises déjà les biens de ce monde. Doucement, mon ami, doucement, ton admiration me fait rougir. Et j'ai peur de ne la pas mériter. Le mépris que je crois avoir pour les biens n'est peut-être qu'un beau verbiage. Et à te parler confidemment, je conseillerais encore à personne de laisser les siens à la discrétion de ma philosophie. J'en prendrai, Fontaine. Je le sens bien, j'en prendrai. À la honte de mes réflexions. Le cœur de l'homme est un grand fripon. Hélas, je ne saurais nier cette vérité-là sans blesser ma conscience. Je ne la dirai pas à tout le monde. Mais je sais bien que je parle pas à un profane. Et dis-moi, mon ami, qu'est-ce que c'est que ce paquet-là que tu portes? C'est le triste bagage de ton serviteur. Ce paquet enferme toutes mes possessions. Alors, on ne peut les accuser d'occuper trop de terrain, hein? Depuis 15 ans que je roule dans le monde. Tu sais combien je me suis tourmenté, combien j'ai fait d'efforts pour arriver à un état fixe. J'avais entendu dire que les scrupules nuisaient à la fortune, je filtrais avec les miens pour n'avoir rien à me reprocher. Était-il question d'avoir de l'honneur? J'en avais. Fallait-il être fourbe? J'en soupirais, mais j'allais mon train. Je me suis vu à mon aise quelquefois. Et le moyen d'y rester, avec le jeu, le vin et les femmes. Comment se mettre à l'abri de ces fléaux-là? Cela est vrai, hein? Que te dirais-je enfin? Tantôt maître, tantôt valet. Toujours prudent. Toujours industrieux. Ami des fripons par intérêt, ami des honnêtes gens par goût. Traité poliment sous une figure. Menacé des trivières sous une autre, changeant à propos de métier, d'habits, de caractère, de mœurs, risquant beaucoup, réussissant peu, libertin dans le fond, réglé dans la forme, démasqué par les uns, soupçonné par les autres, à la fin équivoque à tout le monde. J'ai tâté de tout, je dois partout. Mes créanciers sont de deux espèces, les uns ne savent pas que je leur dois, les autres le savent. Ils sauront longtemps. J'ai logé partout sur le pavé. Chez l'aubergiste au cabaret. Chez le bourgeois, chez l'homme de qualité. Chez moi, chez la justice. Qui m'a souvent recueilli dans mes malheurs. Mais ces appartements sont trop tristes et j'y faisais que des retraites. Enfin, mon ami, après 15 ans de soins, de travaux et de peine, ce malheureux paquet est tout ce qui me reste. Voilà ce que le monde m'a légué, l'ingrat, après tout ce que j'ai fait pour lui. Tous ces présents ne valent pas une pistole. Ne t'affiche pas, mon ami. L'article de ton récit qui m'a paru le plus désagréable, ce sont les retraites chez la justice. Mais je ne puis en écouter davantage. Je dois aller coucher ce soir à Paris où l'on m'envoie. Et je cherchais quelqu'un qui tint ma place auprès de mon maître pendant mon absence. Veux-tu que je te présente? Oui, là. Et qu'est-ce donc que ton maître? Fait-il bonne chère, car dans l'état où je suis, j'ai besoin d'une bonne cuisine. Oh, tu seras content, tu serviras la meilleure fille. Pourquoi donc l'appelles-tu ton maître? Fin de moi, je ne sais ce que je dis. Je rêve à autre chose. Tu
Tu me trompes, Frontin. Ma foi... Oui, Trivelin. C'est une fille habillée en homme dont il s'agit. Je voulais te le cacher, mais la vérité m'est échappée. Et je me suis blousé comme un sot. Sois discret, je te prie. Je suis dès le berceau. C'est donc une intrigue que vous conduisez tous deux ici, cette fille-là et toi? Oui. Cachons-lui son rang. Mais la voilà qui vient. Retire-toi l'écart afin que je lui parle. Eh bien, m'avez-vous trouvé un domestique? Oui, mademoiselle, j'ai Vous rencontré... m'impatientez avec votre demoiselle, ne sauriez-vous pas m'appeler monsieur? Je vous demande pardon, mademoiselle. Je veux dire, monsieur. J'ai trouvé un de mes amis qui est fort brave garçon. Il sort actuellement de chez un bourgeois de campagne qui vient de mourir. Et il est là qui attend que je l'appelle pour offrir ses respects. Vous n'avez peut-être pas eu l'imprudence de lui dire qui j'étais? Oh, monsieur, mettez-vous l'esprit en repos. Je sais garder un secret. Pourvu qu'il ne m'échappe pas. Souhaitez-vous que mon ami s'approche? Je le veux bien, mais partez sur le champ pour Paris. Je n'attends que vous dépêche. Je ne trouve point à propos de vous en donner, vous pourriez les perdre. Ma sœur, à qui je les adresserai, pourrait les égarer aussi. Il n'est pas besoin que mon aventure soit sue de tout le monde. Voici votre commission, écoutez-moi. Vous direz à ma sœur qu'elle ne soit point en peine de moi, qu'à la dernière partie de bal où mes amis m'amenèrent dans le déguisement où me voilà, le hasard me fit connaître le gentilhomme que je n'avais jamais vu, qu'on disait être encore en province, et qui est ce Lélio, avec qui, par lettre, le mari de ma sœur a presque arrêté mon mariage. Que, surprise de le trouver à Paris sans que nous le sussions, et le voyant avec une dame, je résolus sur le champ de profiter de mon déguisement pour me mettre au fait de l'état de son cœur et de son caractère. Qu'enfin nous liâmes amitié aussi promptement que des cavaliers peuvent le faire. Qu'il m'engagea à le suivre le lendemain à une partie de campagne, chez la dame avec qui il était, qu'un de ses parents accompagnait, que nous y sommes actuellement, et que j'ai déjà découvert des choses qui méritent que je les suive avant que de me déterminer à épouser Lélio. Que je n'aurai jamais d'intérêt plus sérieux. Partez, ne perdez point de temps. Faites venir ce domestique que vous avez arrêté. Dans un instant, j'irai voir si vous êtes parti. Je regarde le moment où j'ai connu Lélio comme une faveur du ciel, dont je vais profiter puisque je suis sa maîtresse et que je ne dépends plus de personne. L'aventure où je me suis mise ne surprendra point ma sœur, elle sait la singularité de mes sentiments. J'ai du bien, il s'agit de le donner avec ma main et mon cœur. Ce sont de grands présents, je veux savoir à qui je les donne. Le voilà, monsieur. Garde-moi le secret. Je te le rendrai mot pour mot comme tu me l'as donné quand tu voudras. Approchez. Comment vous appelez-vous? Comme vous voudrez, monsieur. Bourguignon, Champagne, Poitevin, Picard. Ça m'est indifférent. Le nom sous lequel j'aurai l'honneur de vous servir sera toujours le plus beau du monde. Sans compliment, quel est le tien à toi? Je vous avoue, monsieur, que je ferai quelques difficultés de le dire parce que je suis le premier dans ma famille qui n'est pas disposé de la couleur de son habit, mais peut-on porter rien plus galant que vos couleurs? Il me tarde d'en être chamarré sur toutes les coutures. Cependant, monsieur, j'aurai l'honneur de vous dire que je m'appelle Trivelin. C'est un nom que j'ai reçu de père en fils très correctement et dans la dernière fidélité, et de tous les Trivelins qui furent jamais. Votre serviteur s'estime en ce moment le plus heureux de tous. Laissez-la vos politesses. Un maître ne demande à son valet que l'attention dans ce à quoi il l'emploie. Son valet. Oh, le terme est dur. Il frappe mes oreilles d'un son disgracieux. Ne purgera-t-on jamais le discours de tous ces noms odieux? La délicatesse est singulière. De grâce, ajustons-nous et convenons d'une formule plus douce. Vous riez, je pense? C'est la joie que j'ai d'être à vous qui l'emporte sur la petite mortification que je viens d'essuyer. Je vous avertis, moi, que je vous renvoie et que vous ne m'êtes bon à rien. Que vous suis bon à rien. Oh, ce que vous dites là ne peut pas être sérieux. Cet homme-là est un extravagant. Retirez-vous. Non. M'avez piqué, je ne vous quitterai point que vous ne soyez convenu avec moi que je vous suis bon à quelque chose. Retirez-vous, vous dis-je. Où vous attendrai-je? Nulle part. Enfin, de grâce, ne badinons pas, le temps se passe. Et nous ne décidons rien. Savez-vous bien, mon ami, que vous risquez beaucoup? J'ai pourtant qu'un écu à perdre. Ce coquin-là m'embarrasse. Il faut que je m'en aille. Que tu me suis? Ah oui, vraiment. Je soutiens mon caractère, nous ai-je pas dit que j'étais opiniâtre? Insolent. Cruel. Comment cruel? Oui, cruel. C'est un reproche tendre que je vous fais. Continuez, vous n'y êtes pas. J'en viendrai jusqu'au soupir. Vos rigueurs me l'annoncent. Je ne sais plus que penser de tout ce qu'il me dit. Vous rêvez, mon cavalier.
Vous délibérez, votre ton baisse, vous donnez traitable. Et nous nous accommoderons, je le vois bien. La passion que j'ai de vous servir est sans quartier. Premièrement, cela est dans mon sang, je ne saurais me corriger. Il me prend l'envie de te traiter comme tu le mérites. Oh, fille. Ne gesticulez pas de cette manière-là. Ce geste-là dépend de votre compétence. Laissez là cette arme qui vous est étrangère. Votre œil est plus redoutable que ce fer inutile qui vous pend au côté. Je suis trahi. Masque. Venons-en au fait, je vous connais. Toi? Oui, Frontin, vous connaissez pour nous deux. Ah, le coquin. Et t'a-t-il dit qui j'étais? Il me dit que vous étiez une fille, et voilà tout. Moi, je l'ai cru, car je ne chicane sur la qualité de personne. Puisqu'il m'a trahi, il faut autant que je t'instruise du reste. Voyons, pourquoi êtes-vous dans cet équipage-là? Ce n'est point pour faire du mal. Moi, je le crois bien, si c'était pour cela, vous ne déguiseriez pas votre sexe. Ce serait perdre vos commodités. Il faut le tromper. Je t'avoue que je voulais te cacher la vérité parce que mon déguisement regarde une dame de haute condition, ma maîtresse, qui a des vues sur un monsieur Lélio que tu verras. Et qu'elle voudrait détacher d'une inclination qu'il a pour une comtesse à qui appartient ce château. Et quelle espèce de commission vous donne-t-elle auprès de ce Lélio? L'emploi me paraît gaillard, soubrette de mon âme. Point du tout. Point du tout. Ma charge sous cet habit-ci est d'attaquer le cœur de la comtesse. Je puis passer, comme tu le vois, pour un assez joli cavalier. Et j'ai déjà vu les yeux de la comtesse s'arrêter plus d'une fois sur moi. Si elle vient à m'aimer, je la ferai rompre avec Lélio. Il reviendra à Paris. On lui proposera ma maîtresse, qui y est. Elle est aimable. Il la connaît et les noces seront bientôt faites. Parlons à présent à rez-de-chaussée à tout le cœur libre. Oui. Et moi aussi. Ainsi, de compte arrêter, cela fait le cœur libre, n'est-ce pas? Sans doute. J'en conclus que nos deux cœurs sont désormais camarades. Bon. Et je conclus encore toujours aussi judicieusement que deux amis devant s'obliger en tout ce qu'ils peuvent, tu m'avances de moi de récompense sur l'exacte discrétion que je promets d'avoir. Je ne parle pas des services domestiques que je te rendrai. Sur cet article, c'est à l'amour à me payer mes gages. Allez, tiens. Voilà déjà 6 louis d'or d'avance pour ta discrétion. En voilà 3 pour tes services. J'ai assez de cœur pour refuser ces 3 derniers louis, la m'édonne. La main qui me les présente étourdit ma générosité. Voici Monsieur Lélio. Retire-toi et va-t'en m'attendre à la porte de ce château, nous logeons. Souviens-toi, ma friponne à ton tour, que je suis ton valet sur la scène et ton amant dans la coulisse. Tu me donneras des ordres en public et du sentiment dans le tête-à-tête. Me voilà plongée dans une grande rêverie. Ah, chevalier. Vous avez l'air d'un bon vivant. Mon air ne vous ment pas d'un mot, vous êtes fort bon physionomiste. Je te cherchais. Qu'avez-vous, Lélio? Je vous vois enveloppé dans une distraction qui m'inquiète. Je te dirai ce que c'est. Arlequin, n'oublie pas d'avertir les musiciens de se rendre ici tantôt. Oui, monsieur. Allons boire pour faire aller notre amitié plus vite. Allons, la recette est bonne. J'aime assez votre manière de hâter le cœur. Eh bien, mon cher, de quoi s'agit-il? Qu'avez-vous? Puis-je vous être utile à quelque chose? Très utile. Parlez. Êtes-vous mon ami? Vous méritez que je vous dise non, puisque vous me faites cette question-là. Ne te fâche point, chevalier. Ta vivacité m'oblige. Mais passe-moi cette question-là, j'en ai encore une à te faire. Voyons. Es-tu scrupuleux? Je le suis raisonnablement. Voilà ce qu'il me faut. Tu n'as pas un honneur mal entendu sur une infinité de bagatelles qu'arrêtent les sots. Par exemple, un amant qui dupe sa maîtresse pour se débarrasser d'elle, en est-il pas moins honnête homme à ton gré? Quoi, il ne s'agit que de tromper une femme. Vraiment? De lui faire une perfidie. Rien que cela. Je croyais pour le moins que tu voulais mettre le feu à une ville. Et comment donc trahir une femme, c'est avoir une action glorieuse par devers soi? Parbleu, puisque tu le prends sur ce tour-là, je te dirais que je n'ai rien à me reprocher, sans vanité. Tu vois un homme couvert de gloire. Toi, mon ami, je te prie, donne-moi le plaisir de te regarder à mon aise. Laisse-moi contempler un homme chargé de crimes si honorables. Ah, petit traître, vous êtes bien heureux d'avoir de si brillantes indignités sur votre compte. Tu me charmes de penser ainsi. Viens que je t'embrasse. Ma foi, à ton tour, tu m'as tout l'air d'avoir été l'écueil de bien des cœurs. Fripon, combien de réputations as-tu blessé à mort dans ta vie? Combien d'Ariane as-tu désespéré dit? Hélas, tu te trompes, je ne connais point d'aventures plus communes que les miennes. J'ai toujours eu le malheur de ne trouver que des femmes très sages. Tu as trouvé que des femmes très sages? Mais où diantre t'es-tu donc fourré? Tu as fait là des découvertes bien singulières. Après cela, qu'est-ce que ces femmes-là gagnent à être si sages? Sommes-nous heureux? Nous le disons, ne le sommes-nous pas? Nous mentons. Cela revient au même pour elles. Enfin, quant à moi, j'ai toujours dit plus de vérité que de mensonge. Mais tu traites ces matières-là avec une légèreté qui m'enchante. Non, mais revenons à mes affaires. Quelques jours, je te dirai de mes espiègleries qui te feront rire. Tu es
cadet de maison et par conséquent, tu n'es pas extrêmement riche. C'est raisonné juste. Tu es beau et bien fait. Et devine à quel dessein je t'ai engagé à nous suivre avec tous tes agréments. C'est pour te prier de vouloir bien faire ta fortune. J'exauce ta prière, à présent dis-moi la fortune que je vais faire. Il s'agit de te faire aimer de la comtesse et d'arriver à la conquête de sa main par celle de son cœur. Mais tu badines, ne sais-je pas que tu l'aimes, la comtesse? Non, je l'aimais ces jours passés, mais j'ai trouvé à propos de ne plus l'aimer. Quoi? Lorsque tu es pris de l'amour et que tu n'en veux plus, il s'en retourne comme cela, sans plus de façon. Tu lui dis va-t'en et il s'en va. Mais mon ami, tu as un cœur impayable. En fait d'amour, j'en fais assez ce que je veux. J'aimais la comtesse parce qu'elle est aimable. Je devais l'épouser parce qu'elle est riche et que j'avais rien de mieux à faire. Mais dernièrement, pendant que j'étais à ma terre, on m'a proposé en mariage une demoiselle de Paris que je ne connais point et qui me donne 12 000 livres de rente. La comtesse n'en a que 6. J'ai donc calculé que 6 valait moins que 12. Oh, l'amour que j'avais pour elle pouvait-il honnêtement tenir bon contre un calcul si raisonnable? Cela aurait été ridicule. 6 doivent reculer devant 12, n'est-il pas vrai? Tu ne me réponds rien? Et que diantre veux-tu que je réponde à une règle d'arithmétique? Il n'y a qu'à savoir compter pour voir que tu as raison. C'est cela même. Mais qu'est-ce qui t'embarrasse là-dedans? Pourquoi faut-il tant de cérémonies pour quitter la comtesse? Il s'agit d'être infidèle, d'aller la trouver, de lui montrer ton calcul, de lui dire « Madame, comptez vous-même, voyez si je me trompe, voilà tout. » Oui, peut-être qu'elle pleurera, qu'elle maudira l'arithmétique, qu'elle te traitera d'indigne, de perfide. Cela pourrait arrêter un poltron, mais un brave homme comme toi, au-dessus des bagatelles de l'honneur, se brûle à la muse. Il l'écoute, s'excuse négligemment et se retire en faisant une révérence très profonde. En cavalier poli. Qui sait avec quel respect il doit recevoir en de pareils cas les titres de fourbe et d'ingrat? Oh, parbleu, de ces titres-là, j'en suis fourni. Et je sais faire la révérence, non. Madame la comtesse aurait déjà reçu la mienne s'il ne tenait plus qu'à cette politesse-là. Mais il y a une petite épine qui m'arrête. C'est que, pour achever l'achat que j'ai fait d'une nouvelle terre il y a quelque temps, Madame la comtesse m'a prêté la somme de 10 000 écus dont elle a mon billet. Ah. Tu as raison, c'est une autre affaire. Et je ne sache point de révérence qui puisse acquitter ce billet-là. Le titre de débiteur est bien sérieux, vois-tu. Celui d'infidèle n'expose qu'à des reproches, l'autre a des assignations. Cela est différent et je n'ai point de recette pour ton mal. Non, mais patience. Madame la comtesse croit qu'elle va m'épouser. Elle n'attend plus que l'arrivée de son frère. Et outre la somme de 10 000 écus dont elle a mon billet, nous avons encore fait, antérieurement à cela, un dédit entre elle et moi de la même somme. Si c'est moi qui romps avec elle, je lui devrai le billet et le dédit. Et j'aimerais bien ne payer ni l'un ni l'autre, m'entends-tu? Ah, l'honnête homme. Oui, je commence à te comprendre. Voici ce que c'est. Si je donne de l'amour à la comtesse, tu crois qu'elle aimera mieux payer le dédit en te rendant ton billet de 10 000 écus que de t'épouser, de façon que tu gagneras 10 000 écus avec elle, n'est-ce pas cela? Tu entends un peu mieux dans mes idées. Elles sont très ingénieuses, très lucratives et dignes de couronner ce que tu appelles tes espiègleries. Oui. En effet, l'honneur que tu as fait à la comtesse en soupirant pour elle vaut 10 000 écus comme un sou. Je ne crois pas qu'elle en donnerait cela si je m'en fie à son estimation. Mais crois-tu que je puisse surprendre le cœur de la comtesse? Ah, je n'en doute point. Moi, je n'ai pas lieu d'en douter non plus. Je me suis aperçu qu'elle aime ta compagnie, elle te loue souvent, te trouve de l'esprit, il n'y a qu'à suivre cela. Je n'ai pas une grande vocation pour ce mariage-là. Pourquoi? Par mille raisons, parce que je ne saurais jamais avoir de l'amour pour la comtesse. S'il ne s'agissait que d'amitié, je serais à son service, mais n'importe. Et qui est-ce qui te prie d'avoir de l'amour pour elle? Si tu ne l'aimes pas, tant pis pour elle, ce sont ses affaires, non pas les tiennes. Bon, je croyais qu'il fallait aimer sa femme, fondée sur ce qu'on vivait mal avec elle quand on ne l'aimait pas. Et tant mieux, quand on vit mal avec elle, cela vous dispense de la voir, c'est autant de gagner. Voilà qui est fait. Me voilà prêt à exécuter ce que tu souhaites. Si j'épouse la comtesse, j'irai me fortifier avec le brave Lélio dans le dédain que l'on doit à son épouse. Et je t'en donnerai un vigoureux exemple, je t'en assure. Crois-tu par exemple que j'aimerais la demoiselle de Paris, moi? Une quinzaine de jours tout au plus, après quoi je crois que j'en serai bien là. Donne-lui le mois tout entier à cette pauvre femme à cause des 12 000 livres de rente. Tant que le cœur m'en dira. Mais t'a-t-on dit qu'elle fut jolie? Et on écrit qu'elle est belle, mais de l'humeur dont je suis, cela ne l'avance pas de beaucoup. Et si elle n'est pas laide, elle le deviendra, puisqu'elle sera ma femme, cela ne peut pas lui manquer. Et dis-moi, une femme se dépite quelquefois? En ce cas-là, j'ai une terre écartée qui serait le plus beau désert du monde où madame irait calmer son esprit de vengeance. Ah,
Dès que tu as un désert à la bonne heure, voilà son affaire, diantre. L'âme se tranquillise beaucoup dans une solitude. On y jouit d'une certaine mélancolie, d'une douce tristesse. D'un repos de toutes les couleurs, elle n'aura qu'à choisir. Elle sera la maîtresse. Leur tempérament. Mais j'aperçois la comtesse. Je te recommande une chose, fin toujours de l'aimer. Si tu te montrais inconstant, cela intéresserait sa vanité. Elle te courrait après et me laisserait là. Je me gouvernerai bien. Je vais au-devant d'elle. Si j'avais épousé le seigneur Lelio, je serais tombée en de bonnes mains. Donner 12 000 livres de rente pour acheter le séjour d'un désert. Oh, mais vous êtes trop cher, monsieur Lelio, et j'aurais mieux que cela pour le même prix. Et puisque je suis en train, continuons pour me divertir et punir ce fourbe-là et pour en débarrasser la comtesse. J'attendais nos musiciens, madame, et je cours les presser moi-même. Je vous laisse avec le chevalier. Il veut nous quitter. Son séjour ici l'embarrasse. Je crois qu'il vous craint. Mais cela est de bon sens, je ne m'en inquiète point, je vous connais. Mais il est mon ami, notre amitié doit durer plus d'un jour. Il faut bien qu'il se fasse au danger de vous voir. Je vous prie de le rendre plus raisonnable. Je reviens dans l'instant. Chevalier, vous prenez de pareils prétextes pour nous quitter? Si vous nous disiez les véritables raisons qui pressent votre retour à Paris, on ne vous retiendrait peut-être pas. Mes véritables raisons, comtesse? Ma foi, Lelio vous les a dites. Comment? Que vous vous défiez de votre cœur auprès de moi? Moi, m'en défier? Je m'y prendrai un peu tard. Est-ce que vous m'en avez donné le temps? Non, madame, le mal est fait. Il ne s'agit plus que d'en arrêter le progrès. En vérité, chevalier, vous êtes bien à plaindre. Et je ne savais pas que j'étais si dangereuse. Ah, que si. Et je ne vous dis rien là, dont tous les jours, votre miroir ne vous accuse d'être capable. Il doit vous avoir dit que vous aviez des yeux qui violeraient l'hospitalité avec moi, si vous m'ameniez ici. Mon miroir ne me flatte pas, chevalier. Ah, parbleu, je l'en défie, il ne vous prêtera jamais rien. La nature y a mis bon ordre, c'est elle qui vous a flatté. Je ne vois point que ce soit avec tant d'excès. Comtesse, vous m'obligeriez de me donner votre façon de voir, car avec la mienne, il n'y a pas moyen de vous rendre justice. Vous êtes bien galant. Je suis bien mieux que cela, ce ne serait là qu'une bagatelle. Cependant, chevalier, ne vous gênez point. Quelque inclination sans doute vous rappelle à Paris et vous vous ennuieriez avec nous? Non, je n'ai point d'inclination à Paris si vous n'y venez pas. À l'égard de l'ennui, si vous savez l'art de m'en donner auprès de vous, ne me l'épargnez pas, comtesse. C'est un vrai présent que vous me ferez. Ce sera même une bonté. Mais cela vous passe. Vous ne donnez que de l'amour, voilà tout ce que vous savez faire. Je le fais assez mal. Me voici comme de moitié dans une intrigue assez douce et d'un assez bon rapport, car il m'en revient déjà de l'argent et une maîtresse. Ce beau commencement-là promet encore une plus belle fin. Alors moi qui suis un habile homme, est-il naturel que je reste ici les bras croisés? Ne ferais-je rien qui hâte le succès du projet de ma chère suivante? Si je disais au seigneur Lelio que le cœur de la comtesse commence à capituler pour le chevalier, il se dépiterait plus vite et il partirait à Paris où on l'attend. Je lui ai déjà témoigné que je souhaiterais avoir l'honneur de lui parler. Mais le voilà qui s'entretient avec la comtesse. Attendons qu'il ait fait avec elle. Non, monsieur, je ne vous comprends point. Vous liez amitié avec le chevalier, vous me l'amenez, et vous voulez ensuite que je lui fasse mauvaise mine. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Vous m'avez dit vous-même que c'était un homme aimable, amusant, et effectivement, j'ai jugé que vous aviez raison. Effectivement? Cela est donc bien effectif? Eh bien, madame, je ne sais que vous dire, mais voilà un effectivement qui ne devrait pas se trouver là, par exemple. Par malheur, il s'y trouve. Vous me raillez, madame. Voulez-vous que je respecte votre antipathie pour effectivement? Est-ce qu'il n'est pas un bon français? L'a-t-on proscrit de la langue? Non, madame, mais il marque que vous êtes un peu trop persuadée du mérite du chevalier. Il marque cela? Oh, il a tort. Et le procès que vous lui faites est raisonnable. Mais vous m'avouerez qu'il n'y a pas de mal à sentir effectivement le mérite d'un homme quand ce mérite est réel. Et c'est comme j'en use avec le chevalier. Tenez, sentir est encore une expression qui ne vaut pas mieux. Sentir est trop, c'est connaître qu'il faudrait dire. Je suis d'avis de ne dire plus mot. Et d'attendre que vous m'ayez donné la liste des termes sans reproche que je dois employer. Je crois que c'est le plus court. Je ne vois que ce moyen-là qui puisse me mettre en état de m'entretenir avec vous. Eh, madame, faites grâce à mon amour. Supportez donc mon ignorance. Je ne savais pas la différence qu'il y avait entre connaître et sentir. Sentir, madame, c'est le style du cœur, et ce n'est pas dans ce style-là que vous devez parler du chevalier. Le vôtre ne m'amuse point. Il est froid, il me glace, et si vous voulez même, il me rebute. Bon, je retirerai mon billet. Dit-on, vous croyez-moi. Je parle mal, vous ne me répondez pas mieux. Cela ne fait pas une conversation amusante. Allez-vous rejoindre le chevalier? Lelio.
Pour prix des leçons que vous venez me donner, je vous avertis, moi, qu'il y a des moments où vous feriez bien de ne pas vous montrer. Entendez-vous? Vous me trouvez donc bien insupportable. Épargnez-vous ma réponse. Vous auriez à vous plaindre de la valeur de mes termes, je le sens bien. Et moi, je sens que vous vous retenez. Vous me diriez de bon cœur que vous m'haïssez. Ah non, mais je vous le dirai bientôt, c'est cela continue. Et cela continuera sans doute. Il semble que vous le souhaitez. Vous ne feriez pas languir mes souhaits. Désolé, madame. Oh, je me retiens, monsieur, je me retiens. Arrêtez, comtesse. Vous m'avez fait l'honneur d'accorder quelques retours à ma tendresse. Ah, le beau détail où vous entrez là. Et le dédit même qui est entre nous. Eh bien, ce dédit vous chagrine, il n'y a qu'à le rompre. Que ne me disiez-vous cela sur le champ? Il y a 1 heure que vous biaisez pour arriver là. Le rompre? Mais j'aimerais mieux mourir. Ne m'assure-t-il pas votre main? Et qu'est-ce que c'est que ma main sans mon cœur? J'espère avoir l'un et l'autre. Pourquoi me déplaisez-vous donc? En quoi donc ai-je pu vous déplaire? Vous auriez de la peine à le dire vous-même. Vous êtes jaloux, premièrement. Morbleu, madame, quand on aime. Oh, quel emportement. Peut-on s'empêcher d'être jaloux? Autrefois, vous me reprochiez que je n'étais pas assez. Vous me trouviez trop tranquille. Me voici inquiet et je vous déplais. Achevez, monsieur. Concluez que je suis une capricieuse. Voilà ce que vous voulez me dire, je vous entends bien. Le compliment que vous me faites est digne de l'entretien dont vous me régalez depuis 1 heure. Et après cela, vous me demanderez en quoi vous me déplaisez? Ah, l'étrange caractère. Mais je ne vous appelle pas capricieuse, madame. Je dis seulement que vous vouliez que je fusse jaloux. Aujourd'hui, je le suis. Pourquoi le trouvez-vous mauvais? Eh bien, vous direz encore que vous ne m'appelez pas fantasque. Répondez de grâce. Non, monsieur. On n'a jamais dit à une femme ce que vous me dites là. Et je n'ai vu que vous dans la vie qui m'ayez trouvé si ridicule. Je chercherai volontiers à qui vous parlez, madame, car ce discours-là ne peut pas s'adresser à moi. Fort bien, me voilà devenu visionnaire à présent. Continuez, monsieur, continuez. Vous ne voulez pas rompre le dédit, cependant. C'est moi qui ne veux plus. N'est-il pas vrai? Que d'industrie pour vous sauver d'une question fort simple à laquelle vous ne pouvez pas répondre. Oh, je n'y saurais tenir. Capricieuse, ridicule, visionnaire et de mauvaise foi, le portrait est flatteur. Je ne vous connaissais pas, monsieur Lelio, je ne vous connaissais pas. Vous m'avez trompé. Je vous passerai de la jalousie. Je ne parle pas de la vôtre, elle n'est pas supportable. C'est une jalousie terrible, odieuse, qui vient du fond du tempérament, du vice de votre esprit. Ce n'est pas délicatesse chez vous. C'est mauvaise humeur naturelle, c'est précisément caractère. Oh, ce n'est pas là la jalousie que je vous demandais, je voulais une inquiétude douce, qui a sa source dans un cœur timide et bien touché, et qui n'est que louable méfiance de soi-même. Avec cette jalousie-là, monsieur, on ne dit point d'invective aux personnes que l'on aime. On ne les trouve ni ridicules, ni fourbes, ni fantasques. On craint seulement de n'être pas toujours aimé parce qu'on ne croit pas être digne de l'être. Mais cela vous passe. Ces sentiments-là ne sont pas du ressort d'une âme comme la vôtre. Chez vous, c'est des emportements, des fureurs ou pur artifice. Vous soupçonnez injurieusement. Vous manquez d'estime, de respect, de soumission. Vous vous appuyez sur un dédit. Vous fondez vos droits sur des raisons de contrainte. Un dédit. Monsieur Lelio, des soupçons. Et vous appelez cela de l'amour? C'est un amour à faire peur. Adieu. Encore un mot. Vous êtes en colère, mais vous reviendrez, car vous m'estimez, dans le fond. Soit. J'en estime tant d'autres. Je ne regarde pas cela comme un grand mérite d'être estimable. On n'est que ce qu'on doit être. Pour nous accommoder, accordez-moi une grâce. Vous m'êtes cher. Le chevalier vous aime. Ayez pour lui un peu plus de froideur. Insinuez-lui qu'il nous laisse, qu'il s'en retourne à Paris. Lui insinuer qu'il nous laisse? C'est-à-dire lui glisser tout doucement une impertinence qui me fera tout doucement passer dans son esprit pour une femme qui ne sait pas vivre? Ah non, monsieur. Vous m'en dispenserez, s'il vous plaît. Toute la subtilité possible n'empêchera pas un compliment d'être ridicule quand il est, vous me le prouvez par le vôtre. C'est un avis que je vous insinue tout doucement, pour vous donner un petit essai de ce que vous appelez manière insinuante. Allons. Allons. Cela va très rondement, j'épouserai les 12 000 livres de rente. Mais voilà le valet du chevalier. Il m'a paru tantôt que tu avais quelque chose à me dire. Oui, monsieur. Pardonnez à la liberté que je prends. L'équipage où je suis ne prévient pas en ma faveur. Et cependant, tel que vous me voyez, il y a là-dedans le cœur d'un honnête homme avec une extrême inclination pour les honnêtes gens. Je le crois. Moi-même, je le dis avec un souvenir modeste, moi-même, autrefois, j'ai été du nombre de ces honnêtes gens, mais vous savez à combien d'accidents nous sommes sujets dans la vie, monsieur. Le sort m'a joué, il en a joué bien d'autres. L'histoire est remplie du récit de ses mauvais tours. Prince, héros, il a tout malmené. Et je me console de mes malheurs avec de tels confrères. Tu m'obligerais de retrancher ta réflexion et de venir au fait. Les infortunés sont un peu babillards, monsieur. Ils s'attendrissent aisément sur leurs aventures, mais je coupe court. Ce petit préambule me servira à m'attirer, s'il vous plaît, un peu d'estime et donnera du poids à ce que je vais vous dire. Soit.
Vous savez que je fais la fonction de domestique auprès de monsieur le chevalier? Oui. Je ne demeurerai pas longtemps auprès de lui, monsieur. Son caractère donne trop de scandale au mien. Et que lui trouves-tu de mauvais? Oh. Oh, que vous êtes différent de lui. À peine vous ai-je vu, vous ai-je entendu parler, que j'ai dit en moi-même quelle âme franche, que de netteté dans ce cœur-là. Tu vas encore t'amuser à mon éloge et tu ne finiras point. Monsieur Lavertu vaut bien une petite parenthèse en sa faveur. Venons donc au reste présent. De grâce, souffrait qu'auparavant, nous convenions d'un petit article. Parle. Je suis fier, mais je suis pauvre. Qualité, comme vous jugez bien, très difficile à accorder l'une avec l'autre et qui pourtant ont la rage de se trouver presque toujours ensemble. Voilà ce qui me passe. Bon, poursuis. À quoi nous mène ta fierté, ta pauvreté? Là nous mène à un combat qui se passe entre elles, monsieur. La fierté se défend d'abord à merveille, mais son ennemie est bien pressante, et bientôt la fierté plie, recule, fuit, et laisse le champ de bataille à la pauvreté qui, elle, ne rougit de rien et sollicite en ce moment votre libéralité. Je t'entends. Tu me demandes quelque argent pour récompense de la vie que tu vas me donner. Vous y êtes. Les âmes généreuses ont cela de bon qu'elles devinent ce qu'il vous faut et vous épargnent la honte d'expliquer vos besoins. Oh, que cela est beau. Je consens à ta demande, mais à une condition à mon tour. C'est que le secret là, que tu m'apprendras vaudra la peine d'être payé. Et je serai de bonne foi là-dessus. Dis, à présent. Pourquoi faut-il que la rareté de l'argent ait ruiné la générosité de vos pareils? Ah. Ah, quelle misère. Mais n'importe. Votre équité me rendra ce que votre économie me retranche. Et je commence. Vous croyez le chevalier votre intime et fidèle ami, n'est-ce pas? Ah oui, sans doute. Erreur. Ah oui, en quoi? Vous croyez que la comtesse vous aime toujours? J'en suis persuadé. Erreur. 3 fois erreur. Ah. Comment? Oui, monsieur. Oui. N'avez ni ami ni maîtresse. Quel brigandage dans ce monde. La comtesse ne vous aime plus. Le chevalier vous a escamoté son cœur. Il l'a mis dans les aimés. C'est un fait, je le sais, je l'ai vu. Je vous en avertis. Faites-en votre profit et le mien. Et dis-moi, tu as remarqué quelque chose qui te rende sûr de cela ou... Oh, monsieur. On peut se fier à mes observations. Je n'ai qu'à regarder une femme entre 2 yeux pour savoir ce qu'elle sent, ce qu'elle sentira, le tout à une virgule près. Tout ce qui se passe dans son cœur s'écrit sur son visage. Et j'ai tant étudié cette écriture-là que je la lis tout aussi couramment que la mienne. Par exemple, tantôt, pendant que vous vous amusiez dans le jardin à cueillir des fleurs pour la comtesse, je raccommodais près d'elle une palissade et je voyais le chevalier sautillant, rire et folâtrer avec elle. « Que vous êtes badin !» lui disait-elle en souriant négligemment à ses enjouements. Tout autre que moi n'aurait rien remarqué dans ce sourire-là. C'était un chiffre. Savez-vous ce qu'il signifiait? Que vous m'amusez agréablement, chevalier, que vous êtes aimable dans vos façons. Ne sentez-vous pas que vous me plaisez? Et rapporte-moi quelque chose que je puisse expliquer, moi qui ne suis pas aussi savant que toi. En voici qui ne demande nulle condition. Le chevalier continuait, lui volait quelques baisers dont on se fâchait, mais qu'on n'esquivait point. « Laissez-moi donc, lui disait-elle avec un visage indolent qui ne faisait rien pour se tirer l'affaire et qui avait la paresse de rester exposé à l'injure. Mais en vérité, vous n'y songez pas, ajoutait-elle ensuite. Et moi, tout en raccommodant ma palissade, j'expliquais ce « vous n'y songez pas » et ce « laissez-moi donc », et je voyais que cela signifiait « courage, chevalier ». Encore un baiser sur le même ton. Surprenez-moi toujours afin de sauver les bienséances. Je ne dois consentir à rien, mais si vous êtes adroit, je n'y saurais que faire, et cela ne sera pas ma faute. Oui, dame. C'est quelque chose que des baisers. Et voici le plus touchant. « Ah, la belle main !» s'écria-t-il ensuite. « Souffrez que je l'admire. Il n'est pas nécessaire, de grâce, je ne veux point. Ce, nonobstant, la main est prise, admirée, caressée. Cela va tout de suite. Arrêtez-vous, point de nouvelles. Un coup d'éventail par là-dessus, coup galant qui signifie ne lâchez point, nouvelle piraterie. Sur la main que l'on tient, l'autre vient à son secours. Autant de près encore par l'ennemi. Mais enfin, monsieur, je ne vous comprends pas. Finissez donc. Vous en parlez bien à votre aise, madame. Alors la comtesse de s'embarrasser, le chevalier de la regarder tendrement, elle de rougir, lui de s'animer, elle de se fâcher sans colère, lui de se jeter à ses genoux sans repentance, elle de pousser honteusement « Ah !»
un demi-soupir, lui de riposter effrontément, par un, tout entier, et puis vient du silence, et puis des regards qui sont bien tendres, et puis d'autres qui n'osent pas l'être, et puis... Qu'est-ce que cela signifie, monsieur? Vous le voyez bien, madame. Levez-vous donc. Me pardonnerez-vous? Ah! Je ne sais. Le procès en était là quand vous êtes venu. Mais je crois maintenant, il est parti d'accord. Qu'en dites-vous? Je dis que ta découverte commence à prendre forme. Commence à prendre forme? Et jusqu'où prétendez-vous que je la conduise pour vous persuader? Je ne désespère jamais de la pousser plus loin. J'ai vu l'amour naissant. Et quand il sera grand garçon, j'aurai beau l'attendre auprès de ma palissade, du diable s'il vient y badiner. Or, il grandira au moins s'il n'est déjà grandi, car il m'a paru aller bon train, le gaillard. Oui, fort bon train, ma foi. Que dites-vous de la comtesse? Ne l'auriez-vous pas épousée sans moi? Si vous aviez vu de quel air elle abandonnait sa main blanche au chevalier. Et en vérité, te paraissait-il qu'elle ait pris goût? Oui, monsieur. On dirait qu'il y en prend aussi, lui. Eh bien, mon avis mérite-t-il salaire, monsieur? Sans difficulté. Tu es un coquin. Sans difficulté, tu es un coquin. Voilà un prélude de reconnaissance bien bizarre. Le chevalier te donnerait 100 coups de bâton si je lui disais que tu le trahis. Eh bien, ces 100 coups de bâton que tu mérites, ma bonté te les épargne. Je ne dirai mot. Adieu. Tu dois être contente, voilà payé. Ah, je n'ai jamais vu une monnaie frapper à ce coin-là. Adieu, monsieur, je suis votre serviteur. Que le ciel veuille vous combler des faveurs que je mérite. De toutes les grimaces que m'a faites la fortune, voilà certes plus comique. Me payer en exemption de coups de bâton, c'est ce qu'on appelle faire argent de tout. Je n'y comprends rien. Je lui dis que sa maîtresse le plante là, il me demande si elle y prend goût. Est-ce que notre faux chevalier m'en ferait à croire? Et seraient-ils tous deux meilleurs amis? Je ne le pense. Interrogeons un peu Harlequin là-dessus. Ah, te voilà, où vas-tu? Voir s'il y a des lettres pour mon maître. Tu me parais occupé, à quoi est-ce que tu rêves? À des louis d'or. Diantre, tes réflexions sont de riche étoffe. Et je te cherchais aussi pour te parler. Et que veux-tu de moi? Pour entretenir de louis d'or. Encore de louis d'or? Mais tu as une mine d'or dans la tête. Et dis-moi, mon ami, où as-tu pris toutes ces pistoles que je t'ai vu tantôt tirer ta poche pour payer la bouteille de vin que nous avons bu au cabaret du bourg? Je voudrais bien savoir le secret que tu as pour en faire. Ben, mon ami, je ne pourrais guère te donner le secret d'en faire, car je n'ai jamais possédé que le secret de le dépenser. Oh, j'ai aussi un secret qui est bon pour cela, moi. Je l'ai appris au cabaret en perfection. Oui, là, on fait son affaire avec du vin quoique lentement, mais en y joignant une pincée d'inclination pour le beau sexe, on réussit bien autrement. Ah, le beau sexe. On ne trouve point de cet ingrédient-là ici. Tu n'y demeureras pas toujours. Mais de grâce, instruis-moi d'une chose à ton tour. Ton maître et monsieur le chevalier s'aiment-ils beaucoup? Oui. Fille, se témoignent-ils de grands empressements? Se font-ils beaucoup d'amitié? Ils se disent comment te portes-tu, à ton service, et moi aussi, j'en suis bien aise. Après cela, ils dînent et soupent ensemble, et puis bonsoir, je te souhaite la bonne nuit. Et puis ils se couchent, et puis ils dorment, et puis le jour vient. Est-ce que tu veux qu'ils se disent des injures? Non, mon ami, j'avais quelques petites raisons de te demander cela par rapport à quelque aventure qui m'est arrivée ici. Toi? Oui, j'ai touché le cœur d'une aimable personne et l'amitié de nos maîtres prolongera notre séjour ici. Et où est-ce que cette rare personne-là habite avec son cœur? Ici, te dis-je, Malpeste, c'est une affaire qui met de conséquences. Quel plaisir! Elle est jeune? Je lui crois 19 à 20 ans. Oh, le tendron, elle est jolie! Jolie? Oh, quelle maigre épithète. Vous lui manquez de respect. Sachez qu'elle est charmante, adorable, digne de moi. Oh, m'amour, friandise de mon âme! Et c'est de sa main mignonne que je tiens ces louis d'or dont tu parles et que le don qu'elle m'en a fait me rend si précieux. Oh, je n'en puis plus. Oh, il me divertit, je veux le pousser jusqu'à l'évanouissement. Et ça n'est pas le tout, mon ami. Ses discours ont charmé mon cœur, et de la manière dont elle m'a peint, j'avais honte d'être si aimable. M'aimerez-vous, me disait-elle? Puis-je compter sur votre cœur? Oui, ma reine. À qui parles-tu? À elle? J'ai cru qu'elle m'interrogeait. Et pendant qu'elle me parlait, ingénieuse à me prouver sa tendresse, elle fouillait dans sa poche pour en sortir cet or qui fait mes délices. Prenez, m'a-t-elle dit, en me le glissant dans la main, et comme poliment, j'ouvrais ma main avec lenteur. Prenez, s'est-elle écriée. Ceci n'est qu'un échantillon du coffre-fort que je vous destine. Alors je me suis rendu, car un échantillon ne se refuse point. Oh, mon ami, je tombe à tes pieds pour te supplier en toute humilité de me montrer seulement la face royale de cette incomparable fille qui donne un cœur et des louis d'or du Pérou avec. Peut-être me fera-t-elle présent de quelque échantillon aussi. Je ne veux que la voir, l'admirer, puis mourir content. Cela ne se peut pas, mon enfant. Il ne faut pas régler tes espérances sur mes aventures, car vois-tu bien, entre le Baudet et le cheval d'Espagne, il y a quelques différences. Hélas, je te regarde comme le premier cheval du monde.
Tu abuses de mes comparaisons. Je te permets de m'estimer Harlequin, mais ne me loue jamais. Montre-moi donc cette fille. Ça ne se peut pas, mais je t'aime. Et tu te sentiras de ma bonne fortune, je te fonds dès aujourd'hui une bouteille de Bourgogne, et ce pour autant de jours que nous serons ici. Une bouteille par jour. Cela fait 30 bouteilles par mois. Pour me consoler dans ma douleur, donne-moi en argent la fondation du premier mois. Mon fils, je suis bien aise d'assister à chaque paiement. Je ne verrai donc point ma reine. Où êtes-vous donc, petit louis d'or de mon âme? Hélas, je m'en vais vous chercher partout. Veux-tu aller boire le premier mois de fondation? Voilà mon maître, je ne saurais, mais va m'attendre. Oh, je lui ai renversé l'esprit. Oh, le pauvre garçon. Il n'est pas digne d'être associé à notre intrigue. Ah, vous voilà, chevalier sans pareil. Eh bien, notre affaire va-t-elle bien? Fort bien, monsieur Trivelin. Mais je vous cherchais pour vous dire que vous ne valez rien. C'est bien peu de choses que rien, et vous me cherchez tout exprès pour me dire cela? En un mot, tu es un coquin. Voilà dans l'erreur de tout le monde. Un fourbe de qui je me vengerai. Mes vertus ont cela de malheureux qu'elles n'ont jamais été connues de personne. Je voudrais bien savoir de quoi vous vous mêlez d'aller dire à monsieur Lélio que j'aime la comtesse. Comment? Vous a rapporté ce que je lui ai dit? Sans doute. Vous me faites plaisir de m'en avertir. Pour payer mon avis, il avait promis de se taire, il a parlé, la dette subsiste. Fort bien, c'était donc pour tirer de l'argent de lui, monsieur le faquin? Monsieur le faquin. Retranchez ces petits agréments-là de votre discours, ce sont des fleurs de rhétorique qui m'entêtent. Je voulais de l'argent, cela est vrai. Et ne t'en avais-je pas donné? Et ne l'avais-je pas pris de bon cœur? De quoi vous plaignez-vous? Votre argent est-il insociable? Et ne pouvait-il pas s'accommoder avec celui de monsieur Lélio? Prends-y garde. Si tu retombes dans la moindre impertinence, j'ai une maîtresse qui aura soin de toi, je t'en assure. Arrêtez. Ma discrétion s'affaiblit, je l'avoue, je la sens infirme. Ce serait bon de la rétablir par un baiser ou deux. Non, Convertissons donc cela en autre chose. je ne saurais. Vous m'entendez point? Je ne puis me résoudre à vous dire le mot de l'énigme. Tu la devineras. Non, tu n'y es plus. Le mot n'est pas une montre, la montre s'en approche pourtant à cause du métal. Mais je vous entends à merveille. Qu'à cela ne tienne. J'aime pourtant mieux un baiser. Tiens, mais observe ta conduite. Non, friponne. Tu triches ma flamme, tu t'esquives, mais avec tant de grâce qu'il faut me rendre. Je la tiens. Ah, m'amour, je me meurs. Cher petit lingot d'or, je n'en puis plus. Ah, Trivelin, je suis heureux. Et moi voler. Je suis au désespoir, mon secret est découvert. Laissez-moi vous contempler, cassette de mon âme. Qu'elle est jolie. Mignarde, mon cœur s'en va, je me trouve mal. Vite, un échantillon pour me remettre. Débarrasse-moi de lui, que veut-il dire avec son échantillon? Bon, c'est de l'argent qu'il demande. Mais s'il ne tient qu'à cela pour venir à bout du dessin que je poursuis, emmène-le, engage-le au secret, voilà de quoi le faire taire. Mon cher Harlequin, ne me découvre point. Je te promets des échantillons tant que tu voudras. Trivelin va t'en donner. Suis-le, ne dis mot, tu n'aurais rien si tu parlais. Malpeste, je serai sage. M'aimerez-vous, petit homme? Oui, sans doute. Allons, mon fils. Tu te souviens bien de la bouteille de fondation? Allons la boire. Allons. Viens donc. Allez votre chemin. Ne vous embarrassez de rien. Ah, la belle trouvaille, la belle trouvaille. À tout hasard, continuons ce que j'ai commencé. Je prends trop de plaisir à mon projet pour l'abandonner. Dût-il m'en coûter encore 20 pistoles, je vais tâcher d'en venir à bout. Voici la comtesse. Je la crois dans de bonnes dispositions pour moi. Achevons de la déterminer. Vous me paraissez bien triste, madame. Qu'avez-vous? Éprouvons ce qu'il pense. Je suis venue vous faire un compliment qui me déplaît, mais je ne saurais m'en dispenser. Ah, et notre conversation débute mal, madame. Vous avez pu remarquer que je vous voyais ici avec plaisir. S'il ne tenait qu'à moi, j'en aurais encore beaucoup à vous y voir. Je vous entends. Je vous épargne le reste et je vais coucher à Paris. Ne vous en prenez pas à moi, je vous le demande en grâce. Je n'examine rien, vous ordonnez, j'obéis. Ne dites point que j'ordonne. Sa fierté se meurt, je vais l'achever. Adieu, madame, je craindrais de prendre le change. Je suis tentée de demeurer, mais je fuis le danger de mal interpréter vos honnêtetés. Adieu, vous renvoyez mon cœur dans un terrible état. Vit-on jamais un pareil esprit avec son cœur qui n'a pas le sens commun? Du moins, attendez que je sois partie pour marquer un dégoût à mon égard. Allez, monsieur, je ne saurais attendre. Allez à Paris chercher des femmes qui s'expliquent plus précisément que moi, qui vous prient de rester en termes formels, qui ne rougissent de rien. Pour moi, je me ménage. Je sais ce que je me dois et vous partirez parce que vous avez la fureur de prendre tout de travers. Vous ferais-je plaisir de rester? Peut-on mettre une femme entre le oui et le non? Quelle brusque alternative. Y a-t-il rien de plus haïssable qu'un homme qui ne saurait deviner? Mais allez-vous-en, je suis lasse de tout faire. Je devine donc. Je me sauve. Il devine, dit-il, il devine et s'en va. La belle pénétration. Je ne sais pourquoi cet homme m'a plu. Lélio n'a qu'à le suivre. Je le congédie. Je ne veux plus de ces importuns-là chez moi. Ah, que je hais les hommes à présent qu'ils sont insupportables. J'y renonce de bon cœur. Je ne songeais pas, madame, que je vais dans un pays où je puis vous rendre quelques services. N'avez-vous rien à m'y commander? Ah, Ouida, oubliez que je souhaitais que vous restassiez ici. Voilà tout. Voilà une commission qui m'en donne une autre, c'est celle de rester, je m'en tiens à la dernière. Comment? Vous comprenez cela? Quel prodige! En vérité, il n'y a pas moyen de s'étourdir sur les bontés qu'on a pour vous. Il faut se résoudre à les sentir
ou vous laissez là. Je vous aime et ne présume rien en ma faveur. Je n'entends pas que vous présumiez rien non plus. Il est donc inutile de me retenir, madame. Inutile, comme il prend tout. Mais il faut bien observer ce qu'on vous dit, chevalier. Mais aussi, que ne vous expliquez-vous franchement? Je pars, vous me retenez. Je crois que c'est pour quelque chose qui en vaudra la peine, point du tout. C'est pour me dire, je n'entends pas que vous ne présumiez rien non plus. N'est-ce pas là quelque chose de bien tentant, madame? Non, je n'entends pas vivre comme cela, je ne le saurais. Je vous aime trop. Vous avez là un amour bien mutin. Il est bien pressé. Ce n'est pas de ma faute, il est comme vous me l'avez donné. Voyons donc. Que voulez-vous? Vous plaire. Eh bien, il faut espérer que cela viendra. Moi, me jeter dans de l'espérance, ah, que non, 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 je ne donne point dans un pays perdu, je ne saurais où je marche. Marchez, marchez. On ne vous égarera pas. Donnez-moi votre cœur comme compagnon de voyage, et je m'embarque. Parlons raisonnablement. Vous pourriez me plaire, je n'en disconviens pas. Mais est-il raisonnable que vous plaisiez tout d'un coup? Non. Non, mais si vous vous réglez avec moi sur ce qui est naturel, je ne tiens rien. Je ne saurais obtenir votre cœur que gratis. Si j'attends que je l'ai gagné, nous n'aurons jamais fait. Je connais ce que vous valez, ce que je vaux. Fiez-vous à moi, je suis généreuse. Je vous ferai peut-être grâce. Rayez-le peut-être, ce que vous dites en sera plus doux. Venons au fait. M'aimerez-vous? Mais au bout du compte, m'aimez-vous vous-même? Oui, madame, j'ai fait ce grand effort-là. Il y a si peu de temps que vous me connaissez que je ne laisse pas que d'en être surprise. Vous, surprise? Il fait jour, le soleil nous luit, cela ne vous surprend-il pas aussi? Car je ne sais que répondre à de pareils discours, moi. Ah, madame, faut-il vous voir plus d'un moment pour apprendre à vous adorer? Je vous crois, ne vous fâchez point. Ne me chicanez pas davantage. Oui, comtesse, je vous aime. Et de tous les hommes qui peuvent aimer, il n'y en a pas un dont l'amour soit si pur, si raisonnable. Je vous en fais le serment sur cette belle main qui veut bien se livrer à mes caresses. Regardez-moi. Tournez vos beaux yeux sur moi. Ne me volez point le doux embarras que j'y fais naître. Ah, quel regard, qu'ils sont charmants. Qui est-ce qui m'aurait jamais dit qu'ils tomberaient sur moi? En voilà assez, rendez-moi ma main, il n'y a que faire là. Vous parlerez bien sans elle. Vous me l'avez laissé prendre, laissez-moi la garder. Courage. J'attends que vous ayez fini. Je ne finirai jamais. Vous me faites oublier ce que j'avais à vous dire. Je suis venue tout exprès, mais vous m'amusez toujours. Revenons. Vous m'aimez, voilà qui va fort bien, mais comment ferons-nous? Lélio est jaloux de vous. Et moi, je le suis de lui, nous voilà quittes. Il a peur que vous ne m'aimiez. C'est un nigaud d'en avoir peur, il devrait en être sûr. Il craint que je ne vous aime. Pourquoi ne m'aimeriez-vous pas? Je le trouve plaisant, il fallait lui dire que vous m'aimiez pour le guérir de sa crainte. Mais chevalier, il faut le penser pour le dire. M'avez-vous pas dit tout à l'heure que vous me ferez grâce? C'est dit peut-être. Ne savais-je pas bien que le maudit peut-être me jouera un mauvais tour? Qu'est-ce que vous faites donc de mieux? Si vous ne m'aimez pas, est-ce encore ce Lélio qui triomphe? Lélio commence bien à me déplaire. Qu'il achève donc et nous laisse en repos. C'est le caractère le plus singulier. L'homme le plus ennuyant. Et brusque, avec cela toujours inquiet. Je ne sais quel parti prendre avec lui. Le parti de la raison. Oh, la raison ne plaide plus pour lui non plus que mon cœur. Il faut qu'il perde son procès. Me le conseillez-vous? Je crois qu'effectivement, il en faut venir là. Oui. Mais de votre cœur, qu'en ferez-vous après? De quoi vous mêlez-vous? Parbleu de mes affaires. Vous le sauriez trop tôt. Morbleu. Qu'avez-vous? C'est que vous avez des longueurs qui me désespèrent. Ah, chevalier, vous êtes bien impatient. Personne n'est comme vous. Ma foi, on est ce que l'on peut quand on vous aime. Attendez. Je vais vous connaître mieux. Je suis vif et je vous adore, me voilà tout entier. Mais trouvez un expédient qui vous mette à l'aise. Si je vous déplaise, dites-moi de partir et je pars, il n'en sera plus parlé. Si je puis espérer quelque chose, ne dites rien. Je vous dispense de me répondre. Votre silence fera ma joie. Il ne vous en coûtera pas une syllabe, vous ne seriez prononcé à moins de frais. Ah, je suis content. J'étais pourtant venue pour vous dire de nous quitter. Lélio m'en avait prié. Laissons-la, Lélio, sa cause ne vaut rien. Tout beau, chevalier, tout beau. Laissons là Lélio, dites-vous. Vous le méprisez bien. Oh, grâce au ciel et à la bonté de madame, il n'en sera rien, s'il vous plaît. Lélio, qui vaut mieux que vous, restera et vous vous en irez. Comment, morbleu, mais que dites-vous de lui, madame? Ne suis-je pas entre les mains d'un ami bien scrupuleux? Son procédé n'est-il pas édifiant? Qu'y a-t-il de si étrange à mon procédé, monsieur? Quand je suis devenue votre amie et je fais vœu de rompre avec la beauté, la grâce et tout ce qu'il y a de plus aimable dans le monde? Non, parbleu. Votre amitié est belle et bonne, mais je m'en passerais bien mieux que d'amour pour madame.
Vous trouvez un rival, eh bien prenez patience. En êtes-vous étonné si madame n'a pas la complaisance de s'enfermer pour vous? Vos étonnements ont tout l'air d'être fréquents, il faudra bien que vous vous y accoutumiez. Je n'ai rien à vous répondre. Madame aura soin de me venger de vos louables entreprises. Voulez-vous bien que je vous donne la main, madame, car je ne vous crois pas extrêmement amusée des discours de monsieur. Voulez-vous que j'aille? Nous pouvons nous promener ensemble. Je ne me plains pas du chevalier. S'il m'aime, je ne saurais me fâcher de la manière dont il le dit. Et je n'aurais tout au plus à lui reprocher que la médiocrité de son goût. J'aurai plus de partisans de mon goût que vous n'en aurez de vos reproches, madame. Et cela va le mieux du monde, et je joue ici un fort aimable personnage. Je ne sais quelles sont vos vues, madame, mais... Je n'aime pas les emporter. Je vous reverrai quand vous serez plus calme. Voilà une femme bien dupe. Qu'en dis-tu? Ai-je bonne grâce à faire le jaloux? Voilà, il revient pour nous observer. Nous verrons ce qu'il en sera, chevalier, nous verrons. Ah, l'excellent fourbe. Adieu, Lélio, vous le prendrez sur le ton qu'il vous plaira. Je vous en donne ma parole. Adieu. Mais dis-moi donc pourquoi tu pleures, je veux le savoir absolument. Mais quel est le sujet de ton affliction? Ah, monsieur, voilà qui est fini, je ne serai plus gaillard. Pourquoi? Faute d'avoir envie de rire. Et d'où vient que tu n'as plus envie de rire, imbécile? À cause de ma tristesse. Et je te demande ce qui te rend triste. C'est un grand chagrin, monsieur. Il ne rira plus parce qu'il est triste. Il est triste à cause d'un grand chagrin. Te plaira-t-il de t'expliquer mieux à la fin? Sais-tu bien que je me fâcherai? Et là, je vous dis la vérité. Oui, mais tu l'as dit si sottement, je n'y comprends rien. T'as-t-on fait du mal? Beaucoup de mal. Est-ce qu'on t'a battu? Bah, bien pique tout cela, ma foi. Bien pique tout cela. Oui. Quand un pauvre homme perd de l'or, il faut qu'il meure. Et je mourrai aussi, je n'y manquerai pas. Que veux-tu dire de l'or? De l'or du Pérou, voilà comme on dit qu'il s'appelle. Est-ce que tu en avais? Et vraiment, oui. Voilà mon affaire. Je n'en ai plus, je pleure. Quand j'en avais, j'étais bien aise. Et qu'est-ce qui te l'avait donné, cet or? C'est monsieur le chevalier qui m'avait fait présent de cet échantillon-là. De quel échantillon? Et je vous le dis. Quelle patience il faut avoir avec ce Nicolas. Sachons pourtant ce que c'est. Non, Arlequin, fais trêve à tes larmes. Si tu te plains de quelqu'un, j'y mettrai ordre, mais éclaircis-moi la chose. Enfin, tu me parles d'un or du Pérou, après ça d'un échantillon. Je ne t'entends point, réponds-moi précisément. Le chevalier t'a-t-il donné de l'or? Non, pas à moi. Mais il en avait donné à Trivelin devant moi pour me le rendre en main propre. Et cette main propre n'en a point tâté. Ce fripon a tout gardé dans la sienne qui n'était pas plus propre que la mienne. Et cet or était-il en quantité? Combien de louis y avait-il? Peut-être 40 ou 50, je les ai pas comptés. 40 ou 50. Et pourquoi le chevalier te faisait-il ce présent-là? Parce que je lui avais demandé un échantillon. Encore ton échantillon? Et vraiment, oui. Monsieur le chevalier en avait aussi donné à Trivelin. Je ne saurais débrouiller ce qu'il veut dire. Il y a cependant quelque chose là-dedans qui peut me regarder. Enfin, réponds-moi. As-tu rendu au chevalier quelques services qui l'engagea à te récompenser? Non. Mais j'étais jaloux de ce qu'il aimait Trivelin, de ce qu'il avait charmé son cœur et mis de l'or dans sa bourse. Et moi, je voulais aussi avoir la bourse pleine et le cœur charmé. Quelle étrange galimatière me fais-tu là? Il n'y a pourtant rien de plus vrai que tout cela. Quel rapport y a-t-il entre le cœur de Trivelin et le chevalier? Le chevalier a-t-il de si grand charme? Tu parles de lui comme d'une femme. Qu'il est ravissant. Et qu'il fera rafle aussi de votre cœur quand vous le connaîtrez. Allez, pour pouvoir lui dire, je vous connais et garderai le secret. Et vous verrez si c'est pas un échantillon qui vous viendra sur le champ et vous me direz si je suis fou. Attends, non, mais j'y comprends rien. Qui est-il, le chevalier? Voilà justement le secret qui fait avoir un présent quand on le garde. Et je prétends que tu me le dises, moi. Vous me ruineriez, monsieur. Il ne me donnerait plus rien, ce charmant petit semblant d'homme. Et je l'aime trop pour le fâcher. Ce petit semblant d'homme, que veut-il dire? Que signifie son transport? Non, réponds-moi. En quoi trouves-tu le chevalier plus charmant qu'un autre? Ah, monsieur, on ne voit point d'homme comme lui. Il n'y en a point dans le monde et c'est folie d'en chercher. Mais sa mascarade empêche de voir cela. Sa mascarade. Mais ce qu'il me dit là me fait naître une pensée que toutes mes réflexions fortifient. Le chevalier a de certains traits, un certain minois. Mais voilà, Trivelin, je veux le forcer à me dire la vérité. S'il la sait, j'en tirerai meilleure raison que de ce butor-là. Bon, va-t'en, je tâcherai de te faire avoir ton argent. Oh, voici ma mauvaise paye. La physionomie de cet homme-là m'est devenue fâcheuse. Promenons-nous d'un autre côté. Trivelin, je voudrais bien te parler. À moi, monsieur. Pourriez-vous pas remettre cela? J'ai actuellement un mal de tête qui me permet de conversation avec personne. Bon, c'est bien à toi de prendre garde à un petit mal de tête. Approche. Et ma foi, rien de nouveau à vous apprendre au moins. Viens donc.
Eh bien, de quoi s'agit-il? Reprocheriez-vous la récompense que vous m'avez donnée tantôt? Je m'ai vu de bienfait dans ce goût-là. Voulez-vous rayer ce petit train-là de votre vie? Tenez, ce n'est qu'une vétille, mais les vétilles gâtent tout. Écoute, ton verbiage me déplaît. Ben, je vous disais bien que j'étais pas en état de paraître en compagnie, monsieur. Oui, et je veux que tu répondes positivement à ce que je te demanderai. Je réglerai mon procédé sur le tien. Le vôtre sera donc court, car le mien sera bref. Je n'évaillant qu'une réplique et que je ne sais rien. Vous voyez bien que je vous ruinerai pas en interrogation. Si tu me dis la vérité, tu n'en seras pas fâché. Sauriez-vous encore quelques coups de bâton à m'épargner? Finissons. Oui. Où vas-tu? Pour finir une conversation, il n'y a rien de mieux que de la laisser là. C'est le plus court, ça me semble. Mais tu m'impatientes et je commence à me fâcher. Tiens-toi là, écoute et me réponds. Mais qui en a ce diable Je crois que d'homme? tu jures entre tes dents. Ça m'arrive quelquefois par distraction, monsieur. Crois-moi, traitons ensemble avec douceur, Trivelin, je t'en prie. Ouida, comme il convient à d'honnêtes gens. Y a-t-il longtemps que tu connais le chevalier? Non, c'est une nouvelle connaissance. La vôtre et la mienne sont de la même date. Sais-tu qui il est? Il se dit le cadet d'un aîné gentilhomme, mais les titres de cet aîné, je ne les ai point vus. Si je les vois jamais, je vous en promets copie. Parle-moi donc à cœur ouvert. Je vous la promets, vous dis-je. Je vous en donne ma parole. Il n'y a point de sûreté de cette force-là nulle part. Tu me caches la vérité. Ce nom de chevalier qu'il porte n'est qu'un faux nom. Oh. Serait-il l'aîné de sa famille? Je l'ai cru réduit à une légitime. Vous voyez ce que c'est? Mais tu bats la campagne. Et ce chevalier mal nommé, avoue-moi que tu l'aimes. Je l'aime par la règle générale qu'il faut aimer tout le monde, monsieur. C'est ce qu'il tient d'affaire auprès de moi. Tu t'y ranges avec plaisir à cette règle-là. Enfin, monsieur, vous vous trompez. Rien ne me coûte tant que mes devoirs. Plein de courage pour les vertus inutiles. Je suis d'une tiédeur pour le nécessaire qui passe l'imagination. Qu'est-ce que nous? Monsieur, n'êtes-vous pas comme moi? Fourbe. Tu as de l'amour pour ce faux chevalier. Doucement, monsieur, diantre, ceci est sérieux. Et tu sais quel est son sexe. Expliquons-nous. Deux sexes, je n'en connais que deux. L'un qui se dit raisonnable, l'autre qui nous prouve que cela n'est pas vrai. Duquel des deux le chevalier est-il? Écoute, puisque tu m'y forces, ne paie rien à ce que je vais te dire. Je te ferai périr sous le bâton si tu me joues davantage, m'entends-tu? Vous êtes clair. Non, ne m'irrite point, j'ai dans cette affaire-ci un intérêt de la dernière conséquence. Il y va de ma fortune et tu parleras ou je te tue. Vous me tuerez si je ne parle. Hélas, monsieur, si les babillards ne mourraient point, je serais éternel ou personne ne le serait. Parle donc. Donnez-moi un sujet, quelque petit qu'il soit, je me contente et j'entre en matière. Tu ne veux point. Voici qui te rendra plus docile. Oh, Fidon, savez-vous que vous me feriez peur sans votre physionomie d'honnête homme? Un coquin que tu es. C'est mon habit qui est un coquin, pour moi je suis un brave homme. Mais avec cet équipage-là, on a de la probité en pure perte. Cela ne fait ni honneur, ni profit. Allez, va. Je tâcherai de me passer de l'aveu que je te demandais, mais je te retrouverai et tu répondras de tout ce qui m'arrivera de fâcheux. Dans quelque endroit que nous nous rencontrions, monsieur, je sais ôter mon chapeau de bonne grâce, je vous en garantis la preuve. Vous serez content de moi. Retire-toi. Mais il y a une heure, je vous l'ai proposé. Eh bien, mon ami, la comtesse écrit actuellement des lettres pour Paris. Elle descendra bientôt et veut se promener avec moi, m'a-t-elle dit. Sur cela, je viens t'avertir de ne nous pas interrompre quand nous serons ensemble et d'aller bouder d'un autre côté comme il appartient à un jaloux. Dans cette conversation-ci, je veux mettre la dernière main à notre grande œuvre et achever de la résoudre. Mais je voudrais que toutes tes espérances fussent remplies et je songeais à une chose. Le dédit que tu as d'elle est-il bon? Car il y en a des mal conçus qui ne servent de rien. Montre-moi le tien, je m'y connais. En cas qu'il y manquait quelque chose, on pourrait prendre des mesures. Tâchons de démasquer si mes soupçons sont justes. Réponds-moi donc, à qui en as-tu? Oh, je n'ai point le dédit sur moi. Mais parlons d'autre chose. Qu'y a-t-il de nouveau? Songes-tu encore à me faire épouser quelque autre femme avec la comtesse? Non, je pense à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Je veux me couper la gorge. Diantre, quand tu te mêles du sérieux, tu le traites à fond et que t'as fait ta gorge pour la couper. Point de plaisanterie. De quin va-t-il parler? Si ta résolution tient, tu me feras ton légataire, peut-être? Ce serait de la partie dont je parle. Moi, mais je n'ai rien à reprocher à ma gorge et sans vanité, je suis content d'elle. Moi, je ne suis point content de vous et c'est avec vous que je veux m'égorger. Avec moi? Vous-même. Va te mettre au lit et te saigner, tu es malade. Suivez-moi. Voilà un pouls qui dénote un transport au cerveau, il faut que tu aies reçu un coup de soleil. Suivez-moi, vous dis-je. Mais encore un coup, mon ami, va te coucher. Je vous regarde comme lâche si vous ne marchez. Pauvre homme. Après ce que tu me dis là, tu es du moins heureux de n'avoir plus le bon sens. Oui, vous êtes aussi poltron qu'une femme. Tenons ferme. Lélio, je vous crois malade, tant pis pour vous si vous ne l'êtes pas. Je dis que vous manquez de cœur et qu'une quenouille s'irait mieux à votre côté qu'une épée. Avec une quenouille, mais pareil, vous battrez encore. Oui, dans une ruelle. Partout. Mais ma tête s'échauffe, vérifions un peu votre état. Regardez-moi entre deux yeux.
Oui, je crains que ce ne soit encore un accès de fièvre. Oui, vous avez quelque chose de fou dans le regard et j'ai pu m'y tromper. Allons. Que je sache du mot en vertu de quoi je vais vous rendre sage. Nous passons dans ce petit bois-là, je vous le dirai. Hâtons-nous donc. S'il me voit résolu, il sera peut-être en poltron. Et vous me suivez donc? Qu'appelez-vous, je vous suis? Qu'est-ce que cette réflexion? Est-ce qu'il vous plairait à présent de prendre le transport au cerveau pour excuse? Il n'est plus temps. Raisonnable ou fou, malade ou sain, marchez. Je veux filer ma quenouille. Je vous arracherai morbleu d'entre les mains des médecins, voyez-vous. Poursuivons. Cela est tout de bon. Ne nous amusons point, vous devriez être expédié. En poursuivons, mon ami, expliquons-nous à présent. Je vous regarde comme un lâche si vous hésitez davantage. Je suis ma foi trompé, c'est un chevalier des plus résolus. Vous êtes plus poltron qu'une femme. Et parbleu, chevalier, c'est que je t'en ai cru une. Voilà la vérité. Et de quoi t'avises-tu aussi d'avoir un visage à toilette? Il n'y a point de femme à qui ce visage-là n'a comme un charme, tu es masquée en coquette. Masque vous-même vite, au bois. Non, je ne voulais faire qu'une épreuve. Tu as chargé Trivelin de donner de l'argent à Arlequin, je ne sais pourquoi. Parce qu'étant seul, il avait entendu des choses de notre projet qu'il pouvait rapporter à la comtesse, voilà pourquoi. Je ne devinais point. Arlequin aussi m'a tenu des discours qui signifiaient que tu étais fille. Ta beauté me l'a d'abord fait soupçonner, mais je me rends. Tu es beau, encore plus brave. Embrassons-nous et reprenons notre intrigue. Quand un homme comme moi est en train, il a de la peine à s'arrêter. Oui, tu as encore cela de commun avec la femme. Quoi qu'il en soit, je ne suis curieux de tuer personne. Je passe pour votre méprise, mais elle vaut bien une excuse. Je suis ton serviteur, chevalier, et je te prie d'oublier mon incartade. Je l'oublie. Et je suis ravie que notre réconciliation m'épargne une affaire épineuse. Et un homicide, sans doute. Je vous demande pardon si je vous suis importun, monsieur le chevalier, mais ce larron de Trivelin ne veut pas me rendre l'argent que vous lui avez donné pour moi. J'ai pourtant été bien discret. Vous m'avez ordonné de ne pas dire que vous étiez fille. Demandez à monsieur Lélio si je lui en ai dit un mot. Il n'en sait rien et je ne lui apprendrai jamais. Peste soit du faquin, je n'y saurais plus tenir. Comment? Faquin? C'est donc comme cela que vous m'aimez? Tenez, monsieur, écoutez mes raisons. Je suis venu tantôt, au moment où Trivelin lui disait « Comme tu es charmante, ma poule, baise-moi, non, donne-moi donc de l'argent. » Ensuite, il a avancé la main pour prendre cet argent. Mais la mienne était là, et l'argent est tombé dedans. Quand monsieur le chevalier a vu que j'étais là, « Mon fils, m'a-t-il dit, n'apprends pas au monde que je suis une fillette. Non, m'amour, mais donnez-moi votre cœur. Prends, a-t-elle répondu. Ensuite, elle a dit à Trivelin de me donner de l'or. Nous avons été boire ensemble, le cabaret en est témoin. Et je reviens ici, exprès, pour avoir l'or et le cœur. Et voilà qu'on m'appelle un faquin. Va-t'en, laisse-nous. Et ne dis mot à personne. Ayez donc soin de mon bien. Eh bien, monsieur le duelliste, qu'avez-vous à répondre? Rien. Il ne ment pas d'un mot. Vous m'avez l'air bien déconcerté, mamie. Moi, déconcertée? Pas un petit brin, grâce au ciel. Je suis femme et je soutiendrai mon caractère. Il s'agit de savoir à qui vous en voulez ici. Avouez que j'ai du guignon. J'avais bien conduit tout cela, rendez-moi justice. Je vous ai fait peur avec mon minot de coquette, c'est le plus plaisant. Mais venons au fait. J'ai eu l'imprudence de vous ouvrir mon cœur. Qu'importe, je n'ai rien vu dedans qui me fasse envie. Vous savez mes Vous projets. n'avez pas besoin d'un confident comme moi, n'est-il pas vrai? Je l'avoue. Ils sont pourtant très beaux. J'aime surtout cet ermitage et cette laideur immanquable dont vous gratifierez votre épouse 15 jours après le mariage. Il n'y a rien de tel. Votre mémoire est fidèle, mais passons. Qui êtes-vous? Je suis fille, assez jolie, comme vous voyez, et dont les agréments seront de quelque durée si je trouve un mari qui me sauve le désert et le terme des 15 jours. Voilà ce que je suis. Par-dessus le marché, presque aussi méchante que vous. Oh, pour celui-là, je vous le cède. Vous avez tort, vous méconnaissez vos forces. Mais qu'êtes-vous venu faire ici? Tirez votre portrait, afin de le porter à certaine dame qui l'attend pour savoir ce qu'elle fera de l'original. Belle mission. Pas trop laide, mais par cette mission-là, c'est une tendre brebis qui échappe au loup. 12 000 livres de rente de sauvée, qui prendront parti ailleurs. Petite bagatelle qui valait bien la peine d'un déguisement. Qu'est-ce que tout cela signifie? Je m'explique. La brebis, c'est ma maîtresse. Les 12 000 livres de rente, c'est son bien, qui produit le calcul si raisonnable de tantôt. Et le loup qui eut dévoré tout cela, monsieur, c'est vous? Perdu. Non, mais vous manquez votre proie. Il est vrai qu'elle était assez bonne. Mais aussi, pourquoi êtes-vous loup? Ce n'est pas de ma faute. On a su que vous étiez à Paris incognito. On s'est défié de votre conduite. Là-dessus, on vous suit. On sait que vous êtes au bal. J'ai de l'esprit et de la malice. On m'y envoie. On m'équipe comme vous me voyez pour me mettre à portée de vous connaître. J'arrive, je fais ma charge, je deviens votre amie, je vous connais, je trouve que vous ne valez rien. J'en rendrai compte, il n'y a pas un mot à dire. Et vous êtes donc la femme de chambre de la demoiselle en question? Et votre très humble servante. Il faut avouer que je suis bien malheureux. Et moi bien adroite.
Mais dites-moi, vous repentez-vous du mal que vous vouliez faire ou de celui que vous n'avez pas fait? Laissons cela. Et pourquoi votre malice m'a-t-elle encore ôté le cœur de la comtesse? Pourquoi consentir à jouer auprès d'elle le personnage que vous y faites? Pour d'excellentes raisons. Vous cherchiez à gagner 10 000 écus avec elle, n'est-ce pas? Pour cet effet, vous réclamiez mon industrie. Quand j'aurais conduit l'affaire près de sa fin, avant que de terminer, je comptais de vous rançonner un peu et d'avoir ma part au pillage. Ou bien de retirer finement le dédit d'entre vos mains, sous prétexte de le voir, pour vous le revendre une centaine de pistoles payées comptant ou en billets payables au porteur. Sans quoi j'aurais menacé de vous perdre auprès des 12 000 livres de rente et de réduire votre calcul à 0. Ah, mon projet était fort bien entendu. Moi, payé, crac, je décompais, avec mon petit gain, et le portrait, qui m'aurait valu encore quelques petits revenants bons auprès de ma maîtresse. Tout cela jouant à mes petites économies, tant sur mon voyage que sur mes gages, je devenais, avec mes agréments, un petit parti d'assez bonne défaite, sauf le loup. J'ai manqué mon coup. J'en suis bien fâchée, mais cependant, vous me faites pitié, vous. Ah, si tu voulais. Vous vient-il quelque idée? Cherchez. Tu gagnerais encore plus que tu n'espérais. Je ne ferai point l'hypocrite ici. Je ne suis pas non plus que vous à un tour de fourberie près. Je vous ouvre aussi mon cœur et je ne crains pas de scandaliser le vôtre. Nous ne nous soucierons pas de nous estimer, ce n'est pas la peine entre gens de notre caractère. Faites ma fortune et je dirai que vous êtes un honnête homme. Mais convenons de prix. Pour l'honneur que je vous fournirai, il vous en faut beaucoup. Demande-moi ce qu'il te plaira, je te l'accorde. Motus, au moins, gardez-moi un secret éternel. Je veux 2000 écus. Je n'en rabattrai pas d'un sou. Moyennant quoi, je vous laisse ma maîtresse et j'achève avec la comtesse. Si nous nous accommodons, dès ce soir, j'écris à Paris. Une lettre que vous dicterez vous-même, vous y ferez aussi beau qu'il vous plaira, je vous mettrai à même. Quand le mariage sera fait, devenez ce que vous pourrez, et je serai nantie, vous aussi, les autres prendront patience. Je te donne les 2000 écus avec mon amitié. Oh, pour cette nippe-là, je vous la troquerai bien contre 50 pistoles, si vous voulez. Contre 100, ma chère fille. C'est mieux. Mais je vous avoue qu'elle ne les vaut pas. Allons, ce soir, nous écrirons. Oui. Mais mon argent, quand me le donnerez-vous? Voici une bague pour les 100 pistoles du troc, d'abord. Non. Venons-en aux 2000 écus. Mais je te ferai mon billet tantôt. Oui, tantôt la comtesse va venir. Et je ne veux point finir avec elle que je n'ai toutes mes sûretés. Mettez-moi le dédit en main, je vous le rendrai tantôt pour votre billet. Tiens, voilà. Ne me trahissez jamais. Tu es folle. Voici la comtesse. Quand j'aurai été un moment avec elle, revenez en colère. La priez de décider hautement entre vous et moi. Allez-vous-en, de peur qu'elle ne nous trouve ensemble. J'allais vous trouver, comtesse. Vous m'avez inquiété, chevalier. J'ai vu de loin Lélio vous parler. C'est un homme emporté. N'ayez point d'affaire avec lui, je vous prie. Ma foi, c'est un original. Savez-vous qu'il se vante de vous obliger à me donner mon congé? Lui? S'il se vantait d'avoir le sien, cela serait plus raisonnable. Je lui ai promis qu'il l'aurait. Vous dégagerez ma parole. Il est encore de bonne heure. Il peut gagner Paris et y arriver au soleil couchant. Expédions-le, ma chère. Vous n'êtes qu'un étourdi, chevalier. Vous n'avez pas de raison. De la raison. Et que voulez-vous que j'en fasse avec de l'amour? Il y va trop son train pour elle. Est-ce qu'il vous en reste encore de la raison, comtesse? Me feriez-vous ce chagrin-là? Vous ne m'aimeriez guère. Vous voilà dans vos petites folies. Vous savez qu'elles sont aimables, et c'est ce qui vous rassure. Il est vrai que vous m'amusez. Quelle différence de vous à Lélio, dans le fond. Vous ne voyez rien. Mais revenons à Lélio. Je vous disais de le renvoyer. Votre amour vous y condamne, il parle, il faut obéir. Eh bien, je me révolte. Qu'en arrivera-t-il? Non, vous n'oseriez. Je n'oserais. Voyez avec quelle hardiesse il me dit cela. Non, vous dites, je suis sûre de mon fait, vous m'aimez. Votre cœur est à moi, j'en ferai ce que je voudrais. Comme vous ferez du mien ce qu'il vous plaira. C'est la règle, vous l'observerez, c'est moi qui vous le dis. Il faut avouer que voilà un fripon bien sûr de ce qu'il vous gelait. Mon cœur est à lui. Il nous dit cela avec une aisance admirable. On ne peut pas être plus persuadé qu'il est. Je n'ai pas le moindre petit doute. C'est une confiance que vous m'avez donnée. J'en use sans façon, comme vous voyez. Mais je conclus toujours que Lélio partira. Mais vous n'y songez pas. Dire à un homme qu'il s'en aille? Me refuser son congé quand c'est moi qui vous le demande, comme s'il ne m'était pas dû. Je ne saurais, mon cher chevalier. J'ai quelques raisons d'en agir plus honnêtement avec lui. Des raisons, madame, des raisons. Qu'est-ce que c'est que cela? Ne vous alarmez point. C'est que je lui ai prêté de l'argent. En aurait-il fait une reconnaissance qu'on ose produire en justice? Pas du tout, j'en ai son billet. Joignez-y un sergent, vous voilà payé. Il est vrai, mais... Voilà un mec qui a l'air honteux. Comment... Que voulez-vous donc que je vous dise? Pour m'assurer cet argent-là, j'ai consenti que nous fissions, lui et moi, un dédit de la somme. Un dédit. C'est un vrai transport d'amour que ce dédit-là.
C'est une faveur, il me pénètre, il me trouble, je ne suis pas le maître. Oh, ce misérable Dédie, pourquoi faut-il que je l'ai fait? Voilà ce que c'est que ma facilité pour un homme haïssable, que j'ai toujours deviné que je haïrais. J'ai toujours eu certaine antipathie pour cet homme-là, et je n'ai jamais eu l'esprit d'y prendre garde. Madame, il s'est bien accommodé de cette antipathie-là. Il en a fait un amour bien tendre. Tenez, il me semble que je le vois à vos genoux, que vous l'écoutez avec un plaisir, qu'il vous jure de vous adorer toujours, que vous le payez du même serment, que sa bouche cherche la vôtre, que la vôtre se laisse trouver, car voilà ce qui arrive. Enfin, je vous vois soupirer. Je vois vos yeux qui s'arrêtent sur lui, tantôt vifs, tantôt languissants, mais toujours pénétrés d'amour. D'un amour qui croît toujours. Et moi, je me meurs. Ces objets-là me tuent. Comment ferais-je pour les perdre de vue? Ah, cruel Dédie, vous verrai-je toujours. Qu'ils me coûtent de chagrin, qu'ils me font dire de folie. Courage, monsieur, rendez-vous tous deux la victime de vos chimères. Que je suis malheureuse d'avoir parlé de ce maudit Dédie. Pourquoi faut-il que je vous ai cru raisonnable? Pourquoi vous ai-je vu? Est-ce que je mérite tout ce que vous me dites? Pouvez-vous vous plaindre de moi? Ne vous aimais-je pas assez? Lélio doit-il vous chagriner? L'ai-je aimé autant que je vous aime? Où est l'homme? Plus chéri que vous l'êtes, plus sûr, plus digne de l'être toujours. Et rien ne vous persuade et vous vous chagrinez, vous ne m'entendez pas, vous vous désolez. Que faut-il que nous devenions? Comment vivre avec cela? Dites-moi donc. C'en est fait, comtesse. Votre douleur me rend mon repos et ma joie. Combien de choses tendres ne venez-vous pas de me dire? Cela est inconcevable, j'en suis charmée. Revenons à notre humeur gaie. Oublions ce qui s'est passé. Mais pourquoi est-ce que je vous aime tant? Qu'avez-vous fait pour cela? Hélas, moins que rien, tout vient de votre bonté. C'est que vous êtes plus aimable qu'un autre. Apparemment. Pour ce qui n'est pas comme vous, je le serai peut-être assez. Je ne suis rien pour ce qui vous ressemble. Je ne saurais payer votre amour. En vérité, je n'en suis pas digne. Comment donc faut-il être fait pour le mériter? Voilà ce que je ne vous dirai pas. Aimez-moi toujours. Et je suis contente. Je vous le promets. Mais que Lélio s'en aille. J'aurais souhaité qu'il prît son parti de lui-même. À cause du Dédie, ce serait 10 000 écus que je vous sauverais, chevalier, car enfin, c'est votre bien que je ménage. Périssent tous les biens du monde. Qu'il parte. Rompez avec lui la première, voilà mon bien. Faites-y réflexion. Vous hésitez encore, vous avez peine à me le sacrifier, et cela comme on aime. Ah, qu'il vous manque encore de choses pour ne laisser rien à souhaiter à un homme comme moi. Eh bien, il ne me manquera plus rien. Consolez-vous. Il vous manquera toujours pour moi. Non, je me rends. Je renverrai Lélio et vous dicterez son congé. Lui direz-vous de se retirer sans cérémonie? Oui. Non, ma chère comtesse, vous ne le renverrez pas. Il me suffit que vous y consentiez. Votre amour est à toute épreuve. Je dispense votre politesse d'aller plus loin, c'en serait trop. Je vous aime. Cela veut tout dire. Vous m'aimez, cela n'est pas assez. Distinguez-moi un peu de Lélio, à qui vous l'avez peut-être dit aussi. Que voulez-vous donc que je vous dise? Ah, je vous adore. Aussi bien vous échappera-t-il demain. Avancez le mois d'un jour, contentez ma petite fantaisie, dites. Je crois qu'il me persuadera. Voilà, attendrez, profitez de l'instant. Je ne veux rien qu'un mot. Voulez-vous que je vous aide? Dites comme moi. Chevalier, je vous adore. Chevalier, je vous adore. Chevalier, je vous adore. Il me fait faire tout ce qu'il veut. On sait que ce n'est pas mal faible. Ah, que j'ai de plaisir. Mon cher amour, encore une fois. Soit, mais ne me demandez plus rien après. Que craignez-vous que je vous demande? Que sais-je, moi? Vous ne finissez point. Taisez-vous. J'obéis. Je suis de bonne composition et j'ai pour vous un respect que je ne saurais violer. Je vous épouse. En est-ce assez? Bien plus qu'il ne me faut. Si vous me rendez justice. Je suis prête à vous jurer une fidélité éternelle. Et je perds les 10 000 écus de bon cœur. Non, vous ne les perdrez point si vous faites ce que je vais vous dire. Lélio viendra certainement vous prier d'opter entre lui et moi. Ne manquez pas de lui dire que vous consentez à l'épouser. Je veux que vous le connaissiez à fond. Laissez-moi vous guider. Sauvons le Dédie. Vous verrez ce que c'est que cet homme-là.
Le voici, je n'ai pas le temps de m'expliquer davantage. J'en agirai comme vous le souhaitez. Permettez, madame, que j'interrompe pour un moment votre entretien avec monsieur. Je ne viens point me plaindre et je n'ai qu'un mot à vous dire. Enfin, j'aurai cependant un assez beau sujet de parler. L'indifférence avec laquelle vous vivez avec moi depuis que monsieur, qui ne me vaut pas... Il a raison. Non, finissons. Mes reproches sont raisonnables, mais je vous déplais. Je me suis promis de me taire et je me tais quoi qu'il m'en coûte. Que ne pourrais-je pas vous dire? Pourquoi me trouvez-vous haïssable? Pourquoi me fuyez-vous? Que vous ai-je fait? Je suis au désespoir. Vous riez, monsieur le chevalier, mais vous prenez mal votre temps et je prendrai le mien pour vous répondre. Allons, Lelio, ne te fâche point. Tu n'avais qu'un mot à dire, un tout petit mot. Et en voilà plus de 100 de bon compte. Et rien ne s'avance, cela me réjouit. Remettez-vous, Lélio. Et dites-moi tranquillement ce que vous voulez. Vous priez de m'apprendre qui de nous deux il vous plaît de conserver de monsieur ou de moi. Prononcez, madame, mon cœur ne peut plus souffrir d'incertitude. Vous êtes vif, Lélio. Mais là, à cause de votre vivacité est pardonnable. Et je vous veux plus de bien que vous ne pensez. Chevalier, nous avons jusqu'ici plaisanté ensemble. Il est temps que cela finisse. Vous m'avez parlé de votre amour, je serais fâchée qu'il fût sérieux. Je dois ma main à Lélio. Et je suis prête à recevoir la sienne. Vous plaindrez-vous encore? Non, madame, vos réflexions sont à mon avantage et si j'osais... Je vous dispense de me remercier. Lélio, je suis sûre de la joie que je vous donne. Sa contenance est plaisante. Voilà une lettre qu'on vient d'apporter de la poste, madame. Voulez-vous bien que je me retire un moment pour la lire? C'est de mon frère. Que diantre signifie cela? Elle me prend au mot. Et que dis-tu de ce qui se passe là? Ce que j'en dis, rien. Je crois que je rêve, je tâche de me réveiller. Non, mais me voilà en belle posture, avec sa main qu'elle m'offre, que je lui demande avec fracas et dont je ne me soucie point. Ne me trompez-vous point? Oh, mais comme dites-vous là, je vous sers loyalement, je ne suis pas soubrette. Non, ce que nous voyons là peut venir d'une chose. Quand nous nous parlions, elle me soupçonnait d'avoir quelque inclination à Paris. Je me suis contentée de lui répondre galamment là-dessus. Elle a pris tout à coup son sérieux, vous êtes entré sur le champ, et ce qu'elle en fait est sans doute un reste de dépit qui va se passer, car elle m'aime. Voilà fort embarrassée. Si elle continue à vous offrir sa main, tout le remède que j'y vois, c'est de lui dire que vous l'épouserez, quoique vous ne l'aimez plus. Tournez-lui cette impertinence-là de manière polie, et ajoutez que si elle ne le veut pas, son dédit sera son affaire. Ouais, attends, il y a bien du bizarre dans ce que tu me proposes là. Du bizarre? Depuis quand êtes-vous si délicat? Est-ce que vous reculez devant un mauvais procédé de plus qui va vous sauver 10 000 écus? Madame, je ne vous aime plus, mais je veux vous épouser. Ne le voulez-vous pas? Payez le dédit. Donnez-moi votre main ou de l'argent. Voilà tout. Lélio, mon frère ne viendra pas si tôt. Ainsi, il n'est plus question de l'attendre et nous finirons quand vous voudrez. Courage, encore une impertinence et puis c'est tout. Ma foi, madame, oserais-je vous parler franchement, je ne trouve plus mon cœur dans sa situation ordinaire. Comment? Expliquez-vous, ne m'aimez-vous plus? Ah, je ne dis pas cela tout à fait, mais mes inquiétudes ont un peu rebuté mon cœur. Et que signifie donc ce grand étalage de transport que vous venez de me faire? Qu'est devenu votre désespoir? N'était-ce qu'une passion de théâtre? Il semblait que vous alliez mourir si je n'y avais mis ordre. Expliquez-vous, madame, je n'en puis plus, je souffre. Ma foi, madame, c'est que je croyais que je ne risquerais rien et que vous me refuseriez. Vous êtes un excellent comédien. Et le dédit, monsieur, qu'en ferons-nous? Nous le tiendrons, madame. J'aurai l'honneur de vous épouser. Quoi donc? Vous m'épouserez et vous ne m'aimez plus?
Cela n'y fait de rien, madame. Cela ne doit pas vous arrêter. Allez, je vous méprise. Et ne veux point de vous. Et le dédit, madame, vous voulez donc bien la quitter? Qu'entends-je, Lélio? Où est la probité? Monsieur ne pourra guère vous en dire des nouvelles. Je ne crois pas que ce soit de sa connaissance. Mais il n'est pas juste qu'un misérable dédit vous brouille ensemble. Tenez, ne vous gênez plus ni l'un ni l'autre. Me voilà rompu. Ah, fourbe! Consolez-vous, Lélio, il vous reste la demoiselle de 12 000 livres de rente. On vous avait écrit qu'elle était belle, on vous a trompé. Car la voilà, mon visage est l'original du sien. Juste ciel. Ma métamorphose n'est pas du goût de vos tendres sentiments, comtesse. Je vous aurais mené bien loin si j'avais pu vous tenir compagnie. Voilà bien de l'amour de perdu. Mais en revanche, c'est aussi une bonne somme de sauvée. Je vous conterai le joli tour qu'on voulait vous jouer. Je n'en connais point de plus triste que celui que vous me jouez vous-même. Consolez-vous. Vous perdez d'aimables espérances. Je ne vous les ai données que pour votre bien. Regardez le chagrin qui vous arrive comme une petite punition de votre inconstance. Vous avez quitté Lélio moins par raison que par légèreté. Cela mérite un peu de correction. À votre égard, Seigneur Lélio, voici votre bague. Vous me l'avez donnée de bon cœur. J'en dispose en faveur de Trivelin et d'Arlequin. Grand merci. Voici des musiciens qui viennent pour vous donner la fête qu'ils vous ont promise. Voyez là, puisque vous êtes ici. Vous partirez après. Ce sera toujours ça de prix.